Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 23 janvier. À la une de l'actualité, une importante délégation ministérielle en visite de travail dans la wilaya de Tindouf en prévision de la mise en activité de la ligne ferroviaire minière ouest, un projet stratégique de 950 km reliant la mine de Garage-Villette. Nous irons à Chlef, Mascara et Relizène pour faire le point sur les dégâts engendrés par les dernières intempéries. Sur place, le ministre de l'Intérieur s'est enquis de la prise en charge des citoyens sinistrés et a donné le coup d'envoi d'une caravane de solidarité. Maladie vectorielle, renforcer les capacités de dépistage dans le Grand Sud. Les spécialistes de la santé ont passé en revue les méthodes les plus modernes à l'occasion d'une journée d'études à Tamnara, cette wilaya frontalière très exposée. Reportage dans ce journal. Les rencontres dans cette édition avec un parfumeur algérien établi à Paris. Il combine les codes des deux rives en s'inspirant de ses racines algériennes et du patrimoine national. Une success story à suivre tout à l'heure. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais en titre, en prévision de l'entrée en activité de la ligne ferroviaire minière ouest, Béchar, Tindouf, Garage-Villette, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des Transports a entamé ce vendredi une visite de travail et d'inspection, accompagné du ministre d'État, ministre des Hydrocarbures et des Mines, du ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, de la ministre du Tourisme et de l'Artisanat et la secrétaire d'État auprès du ministre des Hydrocarbures et des Mines, chargée des mines, en plus du directeur général de la Sûreté nationale et le directeur général de la protection civile. Il s'agit de s'enquérir de l'opérationnalité de la ligne ferroviaire minière qui s'étend sur 950 km. Je vous invite à écouter le ministre de l'Intérieur. الحكومة الجزائرية حاضرة وبقوة مع الإطارات نتاعها، الاستغلال نتاع المنجم كذلك بشركة جزائرية وإطارات جزائرية 100%، حتى الخط نتاع السكك الحادية تقريبا أنجز بإمكانيات جزائرية 100%، سواء الإمكانيات البشرية وحتى الإمكانيات المادية. نجد فخورين كذلك بكل من ساهم في هذه الإنجازات للدولة الجزائرية، وهذه الإنجازات هذه في المستقبل القريب إن شاء الله رايحة تعطينا هذه الإمكانية والخروج كذلك من سياسة بناء الميزانيات على أساس المحروقات إلى غير ذلك. كنتم تشوفوا ما يجري من تغيرات اليوم في العالم. Et suite aux dernières intempéries, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des Transports s'est rendu à Relizène, Mascara, après la wilaya de Chlef. Saïd Sayoud, qui était accompagné de la ministre de la Solidarité nationale, s'est enquis de l'ampleur des dégâts causés par les précipitations importantes enregistrées dans ces régions ces derniers jours. Il a notamment supervisé la prise en charge des citoyens sinistrés. On fait le point avec Walid Yousfi. Assurer une prise en charge rapide et efficace des personnes touchées par les aléas climatiques ces derniers jours, c'est le mot d'ordre donné au niveau des wilayas frappés de plein fouet par les inondations. À Chlef, le ministre de l'Intérieur, venu s'enquérir de la situation sur place, a mis l'accent sur la mobilisation de tout un chacun. Sur ordre du président de la République, je suis présent avec la ministre de la Solidarité nationale à Chlef. Tout le monde sait qu'il y a eu de fortes pluies dans certaines wilayas. Une fille de 13 ans est même décédée à Chlef. Nous sommes ici pour présenter les condoléances du président de la République ainsi que les nôtres à la famille de la défunte. Nous allons inspecter et évaluer les dégâts causés par ces intempéries. Nous sommes ici en soutien aux citoyens. Nous avons donné des orientations depuis le début des inondations aux cellules qui se trouvent dans la région et aux autorités locales pour la prise en charge psychologique et la mise en œuvre de tous les moyens nécessaires. Le suivi se poursuit toujours. La délégation s'est également rendue à Mascara pour inspecter les dégâts enregistrés au niveau de la RN17. Personnellement, j'ai fait plusieurs réunions à distance, durant lesquelles j'ai insisté sur l'importance d'être prêt au préalable pour faire face à ce genre de situation qui, durant ces dernières années, touche plusieurs régions du globe. L'anticipation est la seule clé pour faire face aux inondations. La wilaya de Mascara est l'une des wilayas qui a effectué ce travail d'anticipation et c'est ce qui a permis d'éviter plus de dommages dans la région. Nous avons enregistré quand même quelques dégâts dus à la grande quantité de pluie qui est tombée. Alhamdoulilah, grâce à cela, les barrages ont été remplis et les agriculteurs sont aussi contents.
Une caravane de solidarité a été déployée pour venir en aide aux familles victimes des récentes inondations. Le ministre de l'Intérieur s'est aussi rendu à Relizane pour s'enquérir du plan d'urgence présenté par la protection civile et les différents secteurs concernés. Cette visite illustre le suivi sur le terrain assuré par les autorités publiques et traduit la volonté de l'État d'intervenir rapidement pour protéger et soutenir les citoyens touchés. Et ces précipitations enregistrées ces derniers jours ont également eu de bon côté. De nombreux barrages à travers le pays ont reçu des quantités d'eau significatives, relevant le niveau de leur remplissage. C'est le cas à Chlef où les agriculteurs s'attendent à une bonne saison agricole. Habib Makhlouf et Majed Ahmoud. Les dernières précipitations enregistrées dans la wilaya de Chlef ont ravivé l'espoir et l'optimisme auprès des habitants, mais pas seulement. Car même les agriculteurs se réjouissent de la hausse du niveau des principaux barrages dans la région. Les dernières pluies sont une bénédiction. Nous espérons voir le barrage se remplir davantage. Pour l'irrigation de nos terres, nous dépendons de ce barrage, dont le niveau a considérablement baissé les 6 dernières années. Nous espérons qu'il augmentera avec les dernières pluies. C'est notre principale source d'approvisionnement. Une hausse significative du niveau d'eau des principaux barrages, notamment ceux de Sidi Yacoub et Oued el-Fadda, véritable source vitale pour l'irrigation agricole dans la wilaya. Le barrage de Sidi Yacoub fait partie des plus grands au niveau national. Sa capacité de stockage est de 285 millions de mètres cubes. À compter du mois de janvier, le niveau de l'eau a augmenté de 1,5 million de mètres cubes. Et avec les prochaines précipitations, nous nous attendons à d'autres augmentations avec des quantités qui nous suffiront pour les prochaines années. Le barrage de Oued el-Fadda est dédié essentiellement à l'irrigation et celui de Sidi Yacoub est destiné à l'approvisionnement en eau potable de 3 communes, à savoir Oulad Ben Abdelkader, El Hadjaj et Sinjas. Avec des réserves en eau en nette amélioration, les agriculteurs abordent désormais les prochaines étapes de la saison dans des conditions plus rassurantes en attendant la poursuite des précipitations. Sensibilisation contre les maladies à transmission vectorielle. Une journée d'études a été organisée à Tamanrasset, ville frontalière très exposée. Il a été question notamment de renforcer les capacités de dépistage dans le Grand Sud. Et à l'occasion, les dernières techniques de dépistage ont été exposées. Une partie des produits sont fabriqués localement, comme vous allez le voir dans ce reportage de Walid Benouis. Aux portes du Sahara, à Tamanrasset, la prévention sanitaire s'impose comme une priorité nationale. Dans cette région frontalière, ouverte sur le Sahel, les maladies à transmission vectorielle progressent rapidement, souvent sans symptômes visibles ni alerte immédiate. C'est dans ce contexte que médecins, chercheurs et acteurs de la santé se sont réunis pour une journée de sensibilisation avec un objectif central, mieux dépister pour mieux protéger. Par rapport aux maladies vectorielles, soit le paludisme et d'autres maladies comme le West Nile, c'est des maladies qui sont transmises par des vecteurs, des insectes, et qui sont soit virales, soit parasitaires. On doit donc agir du point de vue de la prévention, bien sûr. Cette journée s'inscrit dans ce sillage, dans ce contexte. À l'origine de cette initiative, une société algérienne spécialisée dans le diagnostic médical, un choix assumé, agir sur le terrain, loin des vitrines, mais au plus près des besoins réels. Des équipements conçus localement et des technologies de dépistage rapide et fiable permettent d'identifier la maladie avant qu'elle ne se propage. On est là aujourd'hui avec tout ce beau monde à accompagner les professionnels de santé, soutenir l'innovation diagnostique et participer activement à la souveraineté sanitaire de notre pays. Si nous avons choisi de nous déplacer jusqu'au sud algérien, ce n'est ni un hasard, ni un simple symbole. C'est un choix de santé publique, un choix scientifique, mais aussi un choix moral et national. Tout au long de la journée, les experts ont souligné l'apport décisif de ces nouvelles technologies, des machines de diagnostic qui offrent un gain de temps précieux, affinent les résultats et surtout permettent une intervention précoce avant l'apparition de complications.
On a choisi la capitale de la Hagar, Tamanrasset, pour célébrer cette journée de sensibilisation sur les maladies à transmission vectorielle. Ces maladies-là ont une mortalité qui représente un danger à notre civilisation. Au-delà de Tamanrasset, l'enjeu est national. Renforcer les capacités de dépistage dans le Grand Sud, c'est poser les bases d'une stratégie plus large visant à équiper progressivement toutes les wilayas. C'est hautement symbolique d'avoir un événement hautement scientifique avec des références nationales, voire internationales ici à Tamanrasset. C'est hautement symbolique pour la région. Donc on a parlé des maladies à transmission vectorielle, c'est-à-dire les maladies qui se transmettent par les insectes, notamment les moustiques. Il y en a beaucoup en Afrique subsaharienne et vu que Tamanrasset c'est le portail du Sahel, donc c'est important et hautement symbolique que ça se fasse ici à Tamanrasset. Former, équiper, anticiper. À Tamanrasset, la lutte contre les maladies à transmission vectorielle repose sur la technologie, mais surtout sur la vision à long terme. Faire du Grand Sud algérien une véritable ligne avancée de défense sanitaire au service de la santé publique nationale. Santé toujours, et la production d'insuline est dorénavant 100% algérienne. Le partenariat Saïd Al Novo Nordisk qui couvre les besoins du marché national a pu également conquérir les marchés étrangers et a même obtenu le prix du meilleur exportateur 2025. Après Constantine, des stylos d'insuline de dernière génération sont produits à Blida depuis le mois de décembre et c'est le sujet du reportage de Anis Chir. À Boufarik, l'industrie pharmaceutique algérienne franchit un cap stratégique. Des stylos d'insuline produits localement par des compétences nationales couvrent désormais une partie significative des besoins du marché algérien et s'ouvrent à l'exportation. Entré en service en 2023, le site industriel de Novo Nordisk Algérie s'inscrit dans une dynamique de localisation de la production de médicaments innovants. Spécialisé dans l'assemblage et le conditionnement d'insuline moderne et de nouvelle génération, l'usine a rapidement monté en puissance, passant de 17 millions de stylos en 2023 à près de 30 millions en 2024. Le site a une superficie de 31 000 m² avec 200 emplois directs et il a vu le jour grâce à un investissement direct de Novo Nordisk de l'ordre de 80 millions d'euros. Cette montée en charge repose sur une organisation industrielle de pointe. Le site est doté de lignes de production entièrement automatisées et de systèmes de contrôle qualité rigoureux, garantissant des produits conformes aux normes nationales et internationales. C'est des lignes automatisées, mais on a aussi besoin d'opérateurs, on a aussi des ingénieurs, on a des techniciens aussi de production qui donnent au quotidien pour que le produit, quand le patient algérien reçoit ce produit, il est le mieux possible. C'est-à-dire qu'il répond aux normes internationales et aux normes aussi algériennes. Le site de Boufarik constitue le deuxième pôle industriel du groupe en Algérie. Après l'usine de Tizi Ouzou dédiée à la production de la metformine, ensemble ces deux unités contribuent à la couverture des besoins du marché national et développent une dynamique d'exportation vers l'Afrique et le Moyen-Orient. Le support de la tutelle et des autorités locales nous permettent d'établir des partenariats donc public-privé. Nous avons récemment signé un partenariat avec le groupe Saïdal, partenariat qui nous permettra de pérenniser notre trace, de développer notre activité, de faire un transfert de technologie, ce qui nous permettra de renforcer un peu nos perspectives et nos attentes en matière de production nationale et de couverture du besoin d'export. Une stratégie récemment consacrée par l'attribution du prix du président de la République de la meilleure entreprise exportatrice, confirmant l'ambition de faire de l'Algérie un acteur régional majeur de la production pharmaceutique. Mise en demeure du quotidien Al Watan par le ministère de la Communication suite à la publication d'informations erronées concernant un rejet du nouveau code de la route par le Conseil de la Nation, ce que le Conseil a catégoriquement démenti, rappelant qu'il avait adopté les 179 articles émis, des réserves sur les 11 autres et qui seront réexaminés ultérieurement par une commission parlementaire paritaire. La tutelle enjoint le quotidien à se conformer immédiatement aux procédures prévues par la loi. Lorsqu'il s'agit de lois qui touchent directement la sécurité routière et le quotidien des citoyens, l'exactitude de l'information devient un enjeu central. Une information récemment publiée par le quotidien Al Watan sur le nouveau code de la route a suscité une réaction officielle du Conseil de la Nation qui a tenu à rétablir les faits. Contrairement à ce qui a été avancé, le projet de loi n'a pas été rejeté. Sur les 190 articles composant le texte, 179 ont été adoptés. Seuls
11 dispositions feront l'objet d'un examen par une commission paritaire conformément aux procédures constitutionnelles. À la suite de cette publication, le ministère de la Communication a adressé une mise en demeure au quotidien L'Watan, l'enjoignant à se conformer immédiatement aux procédures prévues par la loi, estimant que l'information diffusée était erronée et susceptible d'induire l'opinion publique en erreur. Le ministère de la Communication évoque une violation des dispositions légales encadrant l'activité médiatique, rappelant le devoir de rigueur, de précision et de vérification d'informations trompeuses portant atteinte à l'intérêt général. Tout en réaffirmant son attachement au principe de la liberté de la presse, le ministère de la Communication assure qu'il se réserve le droit de prendre les mesures juridiques appropriées en cas de non-respect, soulignant l'importance de la responsabilité professionnelle dans le traitement de l'information. Dans un contexte où l'information circule rapidement, cet épisode rappelle que la crédibilité du discours médiatique demeure une responsabilité partagée au service de l'intérêt général. Les contestations de retour au Maroc, les appels aux grèves et aux manifestations se succèdent et c'est au tour de l'enseignement supérieur de s'indigner et de dénoncer les décisions antisociales du Marzen. La gratuité de l'université est remise en question dans un nouveau projet de loi, ce qui pourrait sanctionner des centaines de milliers de Marocains. Raouf Hamouch. Des cris, des revendications et une colère qui éclate au cœur des amphithéâtres. Dans plusieurs universités marocaines, enseignants et universitaires manifestent pour dénoncer le projet de modification du cadre juridique de la gratuité de l'enseignement supérieur. Une réforme perçue comme une remise en cause d'un acquis fondamental. Face à cette situation, le syndicat national de l'enseignement supérieur annonce 3 jours de protestation à l'échelle nationale. Ces manifestations ne portent pas uniquement sur la gratuité de l'enseignement. Nous rejetons également les lois 57 et 24 qui réorganisent le secteur de l'enseignement supérieur. L'Union nationale des fonctionnaires de l'enseignement supérieur affiliée à la Fédération démocratique du travail refuse ces textes dans leur totalité, car cela représente une menace pour l'avenir des universités publiques. Aujourd'hui, nous manifestons en solidarité avec les fonctionnaires de l'université, les enseignants et les cadres académiques. Nous constatons que le ministère ne s'est pas engagé avec nous sur la mise en place d'un statut unifié. Stabilité, protection sociale et évolution de carrière, autant d'acquis qui sont aujourd'hui menacés pour la grande famille du secteur de l'enseignement supérieur. Nous refusons ces pratiques. Nous exigeons des solutions claires, à commencer par un statut unifié pour tout le personnel. Chaque employé, fonctionnaire du secteur de l'enseignement supérieur doit être respecté et pleinement intégré sans être marginalisé. Un appel clair, aucun compromis sur la gratuité, l'autonomie et le statut des universitaires. La mobilisation continue et annonce déjà une grande crise dans les campus marocains. On va à Paris à présent à la rencontre d'un parfumeur algérien dont ses créations y combinent des codes des deux rives et les senteurs des deux côtés de la Méditerranée. Une success story autour de ses racines algériennes et la transmission familiale, des parfums inspirés de la Casbah d'Alger, du Grand Sud ou encore du patrimoine national. Reportage de Afaf El Houchet.
À Paris, à quelques pas de l'Opéra, une vitrine attire l'œil sans jamais le brusquer. Derrière ces lignes élégantes, une maison de parfum qui raconte une histoire intime, patiente, profondément enracinée, celle d'un parfumeur franco-algérien qui a choisi le parfum comme langage de la mémoire. Maison Maïssa, c'est la première maison que Dahman, notre fondateur, a créée en 2018. Elle porte le nom de sa fille cadette qui est née à ce moment-là. Et il avait envie, par le parfum et par sa passion du parfum, de transmettre un double héritage culturel franco-algérien. Donc il va travailler des matières typiques de la parfumerie française et des matières typiques de la parfumerie dite orientale. Chez Maïssa, chaque fragrance est pensée comme un récit sensoriel où la rigueur de la parfumerie dialogue avec les senteurs familières de l'Algérie. Des parfums habités, charnels, parfois gourmands, mais toujours évocateurs. On a Balada Alger qui vient de sortir le mois de mars. Un parfum, ça peut durer 3 mois, comme ça peut durer 1 année, comme ça peut durer 2 ans. Si on n'est pas satisfait olfactivement, si on n'est pas satisfait de l'odeur, donc on ne valide pas le parfum. Parmi ses créations, un parfum incarne particulièrement cette démarche Touareg, une fragrance à la fois sèche et profonde, comme une traversée du sud algérien entre sable, silence et horizon. Il y a un côté cuir qui rappelle le sud de l'Algérie, il y a un côté date, il y a un côté thé. En fait, c'est le sud d'Algérie, quoi. Quelques années plus tard, le parfumeur ouvre un second chapitre, une maison plus confidentielle, plus conceptuelle, presque contemplative, la maison Catalia. Ici, on a fait une collection de 6 parfums et chacun de ces parfums va être inspiré par un zélige historique, donc une céramique zélige historique qui viennent de différents endroits du pourtour méditerranéen et en fonction de la période et de l'endroit où on a trouvé ces céramiques, on a composé les parfums pour qu'ils reflètent ce zélige. Des motifs anciens, des couleurs patinées par le temps et au cœur de cette collection, l'Algérie. Celui-là, il vient de la maison de famille du fondateur, donc de Dahman. C'est un zélige qui est dans l'entrée de la maison de sa grand-mère dans la Casbah. Et du coup, l'idée était de parler de la transmission et de l'héritage culturel. Et pour ça, on a choisi une note d'iris qui a un côté poudré, presque poussiéreux pour rappeler le temps qui passe, et l'encens pour le côté spirituel et transmission. Dernière création du parfumeur, Barta, un parfum hommage dédié à sa mère, un nom simple, chargé d'amour et de gratitude. Et tout simplement, je voulais capturer un souvenir dans un flacon. Et la réflexion, c'était de créer un parfum autour d'une odeur très familiale qui parle aux Algériens. C'est le café et la fleur d'oranger. Un parfum de nostalgie douce, celui des matins algérois, des gestes répétés et des odeurs qui traversent le temps sans jamais s'effacer. Je voulais faire hommage à toutes les mamans algériennes et à ma mère en particulier. Aujourd'hui, la seule odeur qui peut me rappeler ma mère, c'est le café et la fleur d'oranger. Aujourd'hui, les 2 maisons voyagent bien au-delà de Paris et sont diffusées dans plusieurs pays d'Europe. Le parfumeur s'impose sur certains marchés internationaux jusqu'à se classer 2e des ventes en Russie. Je suis très fier de mes origines, je suis très fier d'être algérien et je voulais rappeler surtout que nous avons une histoire. Et c'est ça qui m'a poussé de rappeler beaucoup de savoir-faire algérien. À travers un flacon, à travers un packaging, à travers une histoire. Et si le succès international est déjà là, le regard du parfumeur se tourne désormais vers l'Algérie, avec l'espoir bientôt d'y ouvrir un lieu, là où les souvenirs prennent naissance et où les parfums trouvent leur sens. Voilà qui termine ce journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie.